Bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus à un nouvel épisode de podcast Lingoholics. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Il s'appelle Evan, il est américain, il a appris plusieurs langues, mais je vais juste commencer par expliquer ce qui s'est passé parce qu'on a déjà enregistré un épisode, mais vu que je suis nouveau surtout dans l'usage de cette application que j'utilise pour enregistrer les épisodes, j'ai un peu, j'ai eu j'ai une mauvaise configuration dans l'enregistrement. Donc, euh, le dernier enregistrement n'est pas très bien sorti. Donc, j'ai demandé à Evan pour savoir s'il puisse re-enregistrer l'épisode et vu qu'il est très gentil, il a accepté. Donc, c'est notre deuxième essai d'enregistrer un épisode ensemble. Mais on va pas faire le même contenu. On va vous donner une nouvelle discussion qui, j'espère, sera très intéressante. Donc, Evan, c'est un bon ami. On s'est croisé par l'intermédiaire de notre prof, notre professeur, sur une plateforme en ligne qui s'appelle italki. C'est une plateforme où on peut trouver des profs avec qui on peut parler des langues ou apprendre des langues. Notre prof commun, il s'appelle Stéphane ou Steph. Il est français. Donc, si vous cherchez un prof qui est de bonne qualité, Steph, il est le meilleur, OK? J'espère que Steph va écouter cet épisode. Donc, Steph, on t'aime. OK. Um, Evan, il est américain. Il vient de l'État de Massachusetts, près de Boston, près de Boston, n'est-ce pas? Je vais lui laisser se présenter lui-même, mais en bref, oui, il parle plusieurs langues. Le français est une de ses langues, dont le français et l'espagnol. Et oui, jusqu'à date, on a eu des rencontres, on a un petit groupe en ligne. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde. On a un petit groupe en ligne, un chat dans WhatsApp avec des francophiles, des personnes qui veulent pratiquer leur français et on organise des petits visioconférences où on parle français pendant un petit bout. Et ça, je crois que c'est une très bonne initiative et c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Tout le monde qui veut apprendre, toutes les personnes qui veulent apprendre une langue, de créer un réseau avec d'autres personnes qui veulent pratiquer. Ensuite, on peut pratiquer soit en personne ou soit en ligne. Donc, c'est une méthode très, très, très efficace. Donc, cela étant dit, je vais laisser la parole à Evan pour qu'il puisse se présenter. Ok, bonjour Marcus, bonjour tout le monde. Merci de me donner cette opportunité, le deuxième enregistrement du podcast. Et bon, je me présente un peu. Je m'appelle Evan, je suis bostonien. J'ai grandi à Boston. Maintenant, j'habite à Lynn, Massachusetts, à 30 minutes de la ville de Boston. Et j'ai également eu l'opportunité de vivre au Mexique et au Pérou. Je parle trois langues, principalement le anglais, l'espagnol et le français, mais j'apprends également le créole haïtien. Et, et voilà. Ok, ok, ok. Donc, tu parles plusieurs langues, français, espagnol. C'est comme tes langues principales. Comment est-ce que tu as appris ces deux langues? Bref, parce qu'on en a déjà parlé, mais bref, juste pour donner les auditeurs une petite image, ce que tu as fait. Oui, bien sûr. Bon, j'ai appris ces deux langues en étant adulte. L'espagnol est ma deuxième langue. Quand j'avais 23 ans, à peu près, j'ai vraiment commencé
étudier tous les jours. Auparavant, j'avais appris des bases de grammaire à l'école et à l'université, mais euh, quand j'avais 23 ans, j'ai pris la décision d'étudier tous les jours et vraiment avoir une routine linguistique pour apprendre cette langue. Et bon, l'espagnol pendant longtemps a été mon projet linguistique principal et le français a été secondaire. Jusqu'à il y a 2 ans, j'ai étudié pour passer le DELF B2 et, et comme j'ai réussi avec une bonne note, je me suis dit, OK, pourquoi pas le DELF C1? Et il y a un an, j'ai passé cette épreuve. Et ces épreuves-là m'ont donné plus de structure et plus de motivation pour vraiment me plonger dans l'apprentissage du français. Et j'ai eu l'opportunité d'enseigner le français basique, le premier niveau du français à l'université. Euh, je suis professeur d'anglais langue seconde. Ouais, Peut-être ouais, ouais, il faut mentionner ça ouais. aussi. Mais oui, j'ai enseigné un semestre de français. J'ai bien aimé cette expérience. Je vais avoir la même opportunité pour enseigner l'espagnol bientôt. Euh, et j'étudie une maîtrise en enseignement de langue avec du concentration, l'espagnol et le français. Alors, ouais, j'adore les langues et enseigner et apprendre. Ouais. Mhm. Donc Evan, tu es un bon exemple qu'on peut manifestement apprendre une langue dans son propre pays, sans dans un environnement d'immersion totale. Ah, tu as appris le français juste en étant aux États-Unis, n'est-ce pas? Tu es jamais allé en France? Ouais, en fait, j'ai pris un cours en France en 2019. Ah, ok. J'avais vécu au Pérou pendant 2 ans. J'ai fait le cours de la pays, c'est en anglais le Peace Corps, Ok. au Pérou. Et quand j'étais au Pérou, c'est quand j'ai commencé avec le français dans mon temps libre. Euh, alors, quand j'ai fini le cours de pays, je suis allé en France et ouais, j'ai pris un cours. J'avais peut-être un niveau B1 à cette époque, après 2 ans d'études autodidactiques au Pérou. Et j'ai continué comme ça. Après ce séjour-là, j'ai continué un peu avec le français de temps en temps, mais comme j'avais déjà dit, l'espagnol était vraiment mon projet linguistique principal car euh, j'ai euh, j'ai déménagé au Mexique et j'ai travaillé au Mexique et après même quand, euh, quand j'ai quand je suis retourné aux États-Unis, l'espagnol est une langue très, très importante Ouais. dans ma vie actuelle et j'ai beaucoup plus d'opportunités pour parler espagnol dans ma Ouais. vie quotidienne. Ouais. Ouais. Euh, ouais, alors le français, c'était plutôt comme une passion linguistique secondaire. Oui, ok, mais à date, est-ce que tu dirais que tu parles mieux espagnol que le français vu que tu as eu plus d'expérience en parlant cette langue? Ouais, je dirais que je parle mieux espagnol que français. Euh, je dirais pas que mon espagnol est parfait. Je crois que quand on est adulte et on apprend une nouvelle langue, c'est, c'est vraiment compliqué. Ou peut-être c'est pas possible de
arriver à un niveau natif, au niveau parfait. Alors, je cherche, quand je apprends une nouvelle langue, je cherche, je vise un niveau, un haut niveau de communication, non? Ouais. Pour exprimer mes idées, mais euh, mon intention n'est pas de faire semblant d'être natif. Euh, et ouais, alors, je dirais que je parle mieux l'espagnol, mais toujours avec un accent américain et toujours avec des petites fautes. Ok, on peut aborder ce sujet parce que je crois que c'est tellement intéressant. Ah, tu vois, ici, on peut voir ça partout un peu dans les grandes villes, mais prenons l'exemple en anglais d'abord et ensuite en français. Prenons l'exemple à Toronto. À Toronto, c'est une ville anglaise au Canada, c'est-à-dire on Ouais. parle principalement anglais. Tout le monde, et c'est aussi une ville très multiculturelle, c'est-à-dire il y a des mondes de partout. Mhm. Et chacun a son petit accent, tu sais. Chacun a son petit accent, donc ça devient normal que tu aies un certain accent quand tu parles. Mhm. Donc, si tu es immigré, si tu es immigrante, ou si peu importe, tu viens d'un pays anglophone ailleurs, mais tu as ton propre accent, c'est normal, ok? Tu sais? On peut voir la même chose ici à Montréal parce que c'est aussi une ville extrêmement multiculturelle. Il y a des Ouais. personnes de l'Afrique francophone, de franco-africains. Il y a des personnes il y a des personnes de la France, il y en a beaucoup en fait. Il y a des Québécois, mais au Québec, on a des petits accents différents aussi. Il y a beaucoup d'anglophones qui parlent aussi français, mais avec leur propre accent, leur propre façon de faire, comme on dit. Mais Mhm. tu sais, donc le langage que tu attends dans la ville est différent et ça devient normal que tu aies ton accent particulier. C'est-à-dire, c'est plus facile de t'immerger dans la société avec ton français, vu que tu ne parles pas d'une certaine manière ou vu que tu n'es pas natif. Tu comprends? Ouais, ouais. Et je crois que c'est la même chose dans ma ville actuelle, à Lynn, Massachusetts, parce que la plupart des gens ici sont des immigrants et il y a beaucoup d'hispanophones. J'ai lu, par exemple, que 70% des élèves à l'école primaire dans cette ville parlent espagnol chez eux. C'est vraiment, ouais, c'est une ville multiculturelle et multilingue aussi. Um, et les gens parlent anglais avec euh, des accents variés, non? Et personnellement, je crois que c'est une richesse, non? C'est pas une mauvaise chose. Je crois que l'accent devient un problème si cela empêche la communication ou la compréhension. Euh, de- Par exemple, si à cause de mon accent, tu ne comprends pas ce que je dis, Ouais, alors ça, c'est un ouais. problème. Mais sinon, c'est comme si je parle avec un accent, c'est parce que j'ai eu un parcours linguistique différent que le tien et cela se reflète ma façon de parler. Alors, c'est plutôt une chose positive. Cela veut dire que j'ai appris une deuxième langue. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que dans les villes, dans les grandes villes, on se sent plus à l'aise en Ouais, parlant une certaine langue parce que tout le monde est différent. C'est-à-dire, si tu viens avec un accent particulier, c'est normal. OK? C'est plus ouais, normal de ouais. fit in, de se sentir à l'aise, plus simplement, Ouais, se sentir dans la accepté par société. les autres. Ouais. Donc, Mhm, je dirais, parce que ailleurs, au Québec, par exemple, on en a parlé avant l'épisode, les gens ont un accent plus particulier, mais c'est plus uniforme, plus harmonisé, en tant que la différence entre comment les gens parlent. mhm. Ah,
Et ça peut devenir un peu plus intimidant, mais Ouais. dans la ville où il y a cette diversité linguistique, c'est un peu plus... Moi, c'est ce que je ressens, c'est un peu plus... on se sent plus à l'aise. C'est plus, on est plus confortable en parlant. Ah Ouais, ouais, je crois que c'est vrai ce que tu dis. Les, les villes cosmopolitaines sont généralement plus ouvertes d'esprit envers les différents accents, la diversité en général, Ouais, non? ouais, ouais. Et Ouais. c'est un bon pont pour aller à un autre sujet, les cafés des langues ou des groupes de conversation de langue ou des meet-up, comme on dit plus colloquially. Ah, Mais c'est ce genre de groupe où on va pour pratiquer les langues étrangères, ou pas nécessairement des langues étrangères, même c'est langues maternelles. Je peux te donner quelques exemples de ça. Mais ici à Montréal, par exemple, il y en a beaucoup, c'est-à-dire c'est ce genre de groupe où tu peux aller un dimanche dans un café, t'asseoir, boire un petit café et parler avec des gens qui veulent pratiquer leur français ou espagnol, ou quelle que soit la langue. C'est quelque chose que tu as fait, c'est quelque chose que je fais hebdomadairement. Ici à Montréal, comme j'ai déjà dit, il y en a beaucoup. Mais c'est une bonne manière. J'aime faire ça parce que c'est comme un environnement, un milieu sûr. On se sent en mhm, sécurité parce que il y a d'autres mondes là qui parlent français, qui ne sont pas natifs, qui veulent pratiquer. Et c'est toujours plus facile de parler avec d'autres apprenants qu'avec des natifs. Néanmoins, j'ai un petit point qui est important. Ce que je trouve est très particulier, surtout ici à Montréal. Je suis allé à ce groupe de conversation, c'est tous les dimanches à 13 heures. Et, et, euh, ça m'est arrivé que je parle avec des natifs aussi, qu'il y a des mhm, natifs qui viennent pour parler avec les immigrants. Et normalement, ce que j'aime ici, les natifs viennent juste parce qu'ils veulent aider les immigrants mhm, à faire l'intégration française. Donc, il y a ce sentiment qu'ils veulent aider les nouveaux arrivants mhm. à apprendre le français. Donc, il y a ce sentiment-là. Ailleurs, surtout avec les groupes de conversation en français, par exemple à Toronto, c'était rare qu'il y ait comme un natif qui viendrait Hmm. dans ce genre de groupe pour aider les immigrants. Mais ici, c'est pas comme ça. Il y a vraiment c'est pas, je dirais que c'est peut-être 90% des personnes là qui sont des apprenants, des personnes qui veulent apprendre, mais 10% ce sont des natifs qui veulent juste aider le monde à apprendre. Donc, quelque chose que je trouve très agréable parce que là, la dernière fois, je me suis assis avec un Québécois, quelqu'un de souche québécoise, comme on dit ici, qui vient Ah, de la Gaspésie, qui vient de la Gaspésie, qui est une région très, très pittoresque au nord de la province de Québec. Et on s'est parlé pendant presque 2 heures. On a parlé de la culture québécoise, l'intégration québécoise, ce qu'on doit faire en tant qu'immigrant pour bien s'intégrer dans la société. Et moi, ça, c'est tellement apprécié quand il y a des mondes comme ça qui donnent leur temps pour aider des immigrants à s'intégrer. Moi, j'aime ça. ouais, comme ça, c'est plutôt un échange linguistique, non, avec les autres. Et tu apprends, mais tu peux également aider les autres. Euh, mais je crois que il y a des événements comme ça qui sont très, très sympas, mais ça dépend vraiment des gens qui sont là. Et même avec les apprenants, on entend parfois, bon, dans mon cas,
ma femme est mexicaine et elle a un niveau un peu plus bas en français. Euh, et on va souvent à un événement de français à Cambridge et les gens disent toujours, ah, mais tu as un accent, tu viens de où? Ce sont des Américains qui parlent avec ma femme qui est mexicaine et ils disent, j'entends ton accent, tu as un accent. Et c'est toujours, ils disent ce commentaire. Et c'est un peu bizarre parce que ils aussi, ils ont un accent. Non? Tout le Ouais, monde a un accent. Même les natifs ont des accents. Non? ouais, Euh, et il y a vraiment cette idée on apprend le français pour aller en France. Non? Dans cet événement à Cambridge, c'est vraiment tout le temps, il parle de la France, de Paris, de la France. Et parfois, c'est un peu euh, ennuyant d'avoir ce type de conversation. Mais j'ai également rencontré des Québécois, des Espagnols, des Haïtiens. La dernière fois, j'ai parlé pendant 1 heure avec une Ivoirienne. Et ça, c'était très, très cool parce que c'est une culture assez différente. Et, et on a parlé de la culture ivoirienne, africaine, mais également de la culture bostonienne et les choses qu'on apprécie à Boston et les choses qu'on n'apprécie pas. Alors, ces expériences peuvent être très, très sympas, mais je crois que ça dépend aussi des gens. Et j'aimerais ajouter aussi que l'espace est important parce qu'à Cambridge, c'est dans un bar et tu dois rester dans le même lieu pendant tout l'événement. C'est pas facile de changer de place parce que, ouais, ce sont 3 tables seulement. Et il y a également beaucoup de bruit puisque c'est un bar, non? Et alors, parfois, on a du mal à écouter ou entendre. ouais, Non? non, je suis d'accord, c'est un point très important. Donc, le meet-up, en bon québécois, on dit c'est hit or miss. Ouais. Parfois, c'est une bonne réussite et parfois, c'est un échec total. Ça dépend avec qui tu parles, avec qui t'es assis autour de la table. Ça dépend de l'organisation aussi. Moi, je préfère, parce que j'ai pas mal d'expérience en assistant à ce genre d'événement, je préfère quand il y ait des tables pour chaque niveau. C'est juste personnel et pour langue. Donc, il y a, par exemple, une table pour les personnes intermédiaires français, une autre table avancée espagnol, par exemple. Ou si c'est juste un groupe de conversation en français, qu'il y a une petite division, si on veut. Je peux te donner un exemple. Moi, quand je vais là, j'aimerais avoir une discussion intéressante avec une autre personne d'une manière, tu sais, avec un langage assez avancé. Je veux pas aller. C'est juste ce que je veux, ok? Mais je veux pas aller en aidant les débutants à apprendre des phrases basiques, disons. Moi, je vais aller avoir des conversations importantes, tu sais. Intéressante. Ouais. Oui, oui, exact. Mais il y a des personnes qui veulent, évidemment, manifestement, qui veulent aller aider les apprenants, les débutants à apprendre à parler mieux. Et moi, j'ai tout le respect, j'aime quand le monde fasse ça. Mais moi, personnellement, tu sais, c'est avoir ce genre de matchmaking, comme on dit, encore une fois en bon québécois, de mixer et matcher les gens pour qu'ils Ah, ah. puissent s'épanouir dans ce milieu. Je crois. Pardon, pardon. Non, non, Vas-y. je voulais juste dire, je vais avoir mon ami Cody, il vient d'Alberta, il a organisé
apparemment, selon lui, c'est le meilleur meet-up des langues au monde, selon lui. Il a des statistiques qu'il montre, qui apparemment montrent que son groupe de conversation de langues, parce que il y en a plusieurs, est le meilleur groupe au monde. Il est expert, il a pris ça comme une science et il a perfectionné la dynamique de la rencontre de langue. OK? Je vais avoir un épisode spécifiquement avec lui. Il va nous parler comment on Cool. fait ça de manière très scientifique. Ouais. Il y a un groupe au Mexique qui s'appelle, je crois que c'est Voilà Mexique. Et c'est un groupe d'événements culturels et linguistiques de la langue française. Et il organise des meet-ups. Bon, il organisait, je ne sais pas si maintenant il continue, mais il faisait quelque chose que j'aimais bien. Chaque 10 minutes, euh, il, il faisait que tout le monde change de partenaire de conversation. Et c'est là, bon, peut-être tu dois parler avec des débutants, forcément, mais c'est pas grave parce que après tu changes de partenaire, tu parles avec quelqu'un d'autre et le temps passe très très vite comme ça et tu rencontres beaucoup de gens. J'aime pas, et ça c'est le problème à Cambridge. Les gens vont pour passer du temps avec leurs amis. Alors, il y a des petits groupes d'amis qui parlent pendant tout l'événement ensemble et il n'y a pas un vrai échange avec les autres. J'ai commencé dans ce meet-up-là, j'ai commencé à seulement dire s'il y a quelqu'un différent, par exemple quelqu'un d'un pays différent, ou si je voudrais parler avec quelqu'un, je le dis. Je dis bonjour, je veux parler avec toi, tu peux venir? C'est un peu bizarre peut-être de faire ça, mais je m'en fiche. Je vais le faire, je vais continuer comme ça parce que c'est beaucoup plus intéressant et je ne veux pas être dans un meet-up avec les mêmes personnes pendant 2 heures, 3 heures. Non, c'est pas intéressant pour moi. OK, pour les gens qui ne sachent pas, Cambridge, c'est où se trouvent les grandes universités américaines. Beaucoup de monde avec des égos très, très gonflés. C'est pas vraiment le meilleur endroit peut-être pour rencontrer des gens sympas. Ouais, C'est- peut-être pas. Il y a des gens je crois qu'ils ils se croient un peu supérieurs aux autres. Et j'ai la sensation d'être jugé par eux quand je parle français, comme, ah, ton français n'est pas assez bon pour parler Oui, c'est avec bizarre, moi. c'est très bizarre. Ça m'est jamais arrivé à un genre de meet-up comme ça. Il faut que je vienne juste pour montrer les gens comment on parle français, comme un vrai francophone américain. Ouais, avec les mots québécois et tout Ah ça. ouais, je vais emmener tous mes amis du travail dont je t'ai parlé, avec la joie Ouais, québécoise. ouais, tu peux louer un bus et arriver Ouais, exact, avec. exact. Tous les gens de Ouais. région ici qui parlent de manière incompréhensible. Ce serait Bon, intéressant d'avoir des amis qui viennent de ces régions du Québec et comme ça tu peux t'habituer à leur accent, non? Et ce ouais, serait intéressant, ouais, non? c'est juste c'est un peu plus difficile de trouver des gens comme ça parce que c'est plutôt les gens âgés qui parlent comme ça, tu sais. Ah, Les jeunes parlent avec un français plus standard. ouais, ouais, normalement. Mhm. Ouais. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'aime le meet-up, je crois que c'est une bonne manière parce qu'il faut parler beaucoup. Ok, on peut commencer, on peut aborder un nouveau sujet. Beaucoup de monde ont peur
beaucoup de monde a peur de parler parce qu'on pense que son niveau n'est pas assez élevé pour pouvoir parler. On pense, c'est ce genre de pensée toxique, peut-être négatif, très excessivement négatif. On pense, on n'a pas la confiance de s'y mettre et rencontrer des gens. Donc, je crois que, je dirais personnellement que c'est probablement l'enjeu le plus important qui est le plus contraignant pour qu'on puisse avancer dans son parcours linguistique. C'est vraiment l'aspect mental. Euh, et, Ouais, et il faut vraiment trouver, je dirais qu'il faut trouver des manières psychologiques pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter ce genre de blocage. ouais, et je crois que cela commence avec nous-mêmes, non? Par exemple, j'ai j'ai eu je- j'enseigne un cours niveau intermédiaire d'anglais et beaucoup de mes étudiants habitent aux États-Unis depuis 20 ans, 30 ans parfois, non? Ils ont vécu en anglais, ils ont travaillé en anglais, ils ont réussi à faire beaucoup de choses en anglais, même avec un niveau intermédiaire, même avec un anglais qui n'est pas assez académique, non? Et, mais ces personnes, la première séance, quand ils se présentent, ils disent tout le temps, ah, je parle un peu anglais. Et je dis, mais non, un peu anglais, c'est hello, how are you? Ça, c'est un peu anglais. Si tu habites aux États-Unis, tu parles beaucoup, c'est pas un peu. Et on a ces idées, non? Comme mon anglais n'est pas assez, mon français n'est pas assez. Mais non, il faut célébrer qu'on parle une deuxième ou une troisième langue, même si ce n'est pas parfait. Et euh, si, si on a, si on a peur de faire des fautes ou d'être jugé, bon, cela peut empêcher notre progrès et, euh, et Euh, alors, oui, il faut changer un peu les mots qu'on dit sur soi-même, non? Oui, non, non, c'est vraiment ça. Quand on se sent intimidé, ça entrave vraiment l'expression linguistique. Je peux te donner quelques exemples. Bien évidemment, avec mon niveau de français, j'ai toujours ce genre d'expérience. Quand je suis assis avec plusieurs natifs qui se Mhm, connaissent très bien, qui parlent d'un sujet un peu avancé peut-être, c'est intimidant, tu sais. J'ai pas parce que moi, je travaille beaucoup avec ce genre de processus mental pour me forcer, disons, à m'immerger dans des situations un peu inconfortables, disons. mhm, mhm. Mais quand même, quand je suis là et j'essaie vraiment de m'immerger dans la discussion et de me sentir à l'aise, c'est toujours difficile. Tu sais, c'est toujours difficile. Mais je crois avec le temps, on va s'habituer et quand on connaît la personne avec qui on parle, ça devient de plus en plus facile. Mais dans les situations avec des nouvelles personnes, par exemple, des nouvelles personnes natives qui parlent rapidement, c'est le langage commun, tu sais, ça devient, c'est même pour moi, c'est difficile, ok? Cet aspect mental, psychologique, c'est pas toujours facile. Mais il faut juste trouver des trucs mentaux. Je les appellerais mentales parce que je crois vraiment que c'est juste quelque chose qui existe dans ton cerveau, dans ton esprit, Mhm, pour mhm. pouvoir surmonter et avoir l'envie de se mettre dans des situations inconfortables
afin qu'on puisse avancer. Je crois que c'est vraiment, c'est ça. Et une autre chose que je fais très avec intention, 100%, c'est que je ne m'excuse jamais pour ma Ton langue, français. Ouais. pour mon français. Au travail, dans la société, j'entends très souvent, ah, excuse-moi, mon anglais, mon français n'est pas à la hauteur, disons. Et je crois que c'est la faute principale que les personnes font quand ils parlent une langue étrangère, c'est s'excuser parce que quand tu t'excuses, c'est comme tu te dis toi-même que tu n'es pas à la hauteur. Ouais, c'est Tu ça. n'es Ouais. pas assez. Tu n'es pas assez pour être là et de participer dans la discussion. Donc moi, je vais jamais, dans une réunion, peu importe, je vais jamais aller là et la première fois, je vais pas m'excuser que je ne parle pas assez bien. OK? Je vais pas Mhm, faire ça. mhm. Je essaie entrer, de aller à chaque réunion, par exemple au travail. Maintenant, je parle français chaque jour au travail. J'y vais avec toute la confiance que je puisse accumuler. Et je vais jamais m'excuser pour mon français. Parce que si je ne suis pas à la hauteur, je vais le savoir moi-même et je vais aller à la maison après la journée de travail, et je vais étudier ce que je ne pouvais pas dire, par exemple. Je fais ça tout le temps. Tout le temps. OK, par exemple, maintenant, je prends le train pour aller au travail. C'est un Mhm. trajet de 40 minutes. Dans le train, après la journée de travail, je m'assis dans le banc et je charge toutes les phrases. J'utilise comme ChatGPT ou peu importe, un traducteur. Et je charge tous les mots que je ne pouvais pas dire. Ah, Je reviens à toutes les situations. Je reviens à toutes les situations linguistiques pendant la journée où je ne pouvais pas m'exprimer dans la manière que je voulais. Tu sais? Et je reviens je fais ce genre d'introspection et je reviens et je cherche toutes les phrases correctes que je voulais dire et j'apprends. ouais, ouais. Et je crois que c'est un problème assez répandu pour les adultes qui apprennent une nouvelle langue. Pour les enfants, c'est pas vraiment un problème. Les enfants s'en fichent parce que ils sont habitués à ne pas tout comprendre autour d'eux, non? Et ils n'ont pas, ils ne se sont pas mal à l'aise s'il y a un truc qu'ils disent mal ou qu'ils ne comprennent pas, non? Mais les adultes ont des égos énormes et c'est vraiment comme on le voit comme une menace quand il y a une chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne peut pas dire. Et alors, on a la tendance de vouloir éviter ce type de situation, non? Parce que, ouais, c'est quelque chose qui nous embête, qu'on voit vraiment comme, ah, ça fait peur, non? Oui, mais toi, par exemple, quand tu es au Québec ou peu importe en Mexique, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir surmonter ce genre de blocage? Hum, OK, bon, je suis allé à Québec il y a 2 mois et j'ai passé juste trois jours à Québec, dans la ville du Québec. Et euh, la seule situation, bon, il y a comme un centre historique, c'est le Vieux-Québec, je crois. Oui, le Vieux-Québec, c'est comme le quartier historique du centre. Et là-bas, les gens répondaient en anglais, non, quand je parlais français, seulement dans ce quartier touristique. Mais je continuais en français seulement. Et pour moi, je crois que, bon, je sais qu'ils comprennent le français, mais peut-être ils veulent pratiquer leur anglais, peut-être c'est
ils se sentent plus à l'aise à- en anglais, c'est pas grave. Ils ont le droit de parler anglais avec moi. Je comprends l'anglais. Mais moi, j'ai aussi le droit de parler la langue que je veux parler. Et alors, je continue seulement en français. Et plusieurs fois, quand j'ai fait ça, ils ont, ils ont dit OK et ils ont répondu en français, non? Ils ont changé encore une fois pour parler français avec moi. Alors, je crois que c'est une méthode qu'on peut utiliser OK. si les gens, euh, oui, si les gens nous répondent en anglais. Mais par Ah, exemple, ah. si tu es au Mexique et tu es dans un groupe avec des Mexicains et ils parlent de n'importe quoi avec leur Ouais. espagnol mexicain très avancé, est-ce que tu te sens dans cette situation? Est-ce que tu te sens inférieur? Et si tu te sens inférieur, comment est-ce que tu surmontes ce sentiment qui est quand même très négatif et toxique? Comment tu surmontes ce genre de blocage? Je crois que il y a plusieurs choses qui arrivent dans ce type de situation. C'est un contexte culturel différent et je suis étranger. Je suis pas mexicain. Et même si je parle espagnol, parfois il y a des choses culturelles que je ne comprends pas. Et il y a également des choses entre les amis que je ne comprends pas. Ce sont des dynamiques euh, sociales entre ces personnes qui existent déjà quand je suis arrivé dans cette situation, non? Et ils parlent de leurs voisins, ils parlent de leurs amis, ils parlent de situations que je ne connais pas. C'est normal si je me sens un peu perdu. Et c'est pas à cause de mon niveau d'espagnol que je ne comprends pas dans ces situations, non? Même en anglais, j'ai vécu ce type de situation quand je suis dans un groupe d'amis qui ne sont pas forcément mes amis. Um, alors, bon, j'essaie dans ce type de situation, j'ai- en fait, cela me rappelle à le, le Noël de l'année passée. Euh, j'ai été avec la famille de ma femme au Mexique et ils parlent très très fort, très très vite. Tout le monde parle en même temps et ils parlent des choses de leur culture, de leurs amis, de tout ce contexte que je ne connais pas. Et euh, c'était fatigant. J'avais envie de... Bon, j'ai passé beaucoup de temps seul. Euh, j'ai euh, j'ai lu beaucoup dans la chambre parce que je suis un peu introverti aussi. Mais, mais bon, il faut accepter que même si on parle la langue, on, c'est pas notre culture, non? C'est pas notre contexte quotidien. Et il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Mais c'est pas grave, non? C'est pas, c'est- cela ne veut pas dire que tu es inférieur ou que tu n'arrives pas à parler la langue, non? C'est vraiment le contexte. Ok, je comprends. Ok, c'est plutôt, ouais, les aspects sociaux, disons, qui entravent. Qui entrave, ouais, la communication. Ouais, Je crois qu'en général, c'est plus facile de parler avec une seule personne, non? En général. ouais, c'est ça. Parce que ça m'est arrivé qu'il y a des situations où il y a des natifs qui parlent et disons, c'est comme dans une réunion et il y a des personnes ce n'est pas comme un contexte. Est-ce qu'on peut dire contexte? Ce n'est pas ce n'est pas une situation sociale. C'est comme Ouais, juste une réunion professionnelle et tout le monde parle, se débrouille, bah, 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 bah. Et moi,
en tant que mon frère, en tant que quelqu'un, c'est pas ma langue maternelle, il faut que je dise quelque chose qui soit intelligente. Tout le monde dit les choses intelligentes, il faut que je dise la même chose, quelque chose qui est à la hauteur. Et je ressens ce petit pression qu'il faut vraiment Uh-huh. maintenant que je me concentre, que, que je pense à quelque chose avancé et sophistiqué. Donc, ce genre d'intimidation, je sais pas si ça t'est jamais arrivé, mais pour moi, c'est ça que j'expérimente. On peut dire ça, c'est ça que Ouais, c'est dur. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une bonne situation et on ressent des émotions négatives parfois, non? Comme oh, je suis pas l'auteur, et je ne peux pas participer ou dire des ouais, choses intelligentes. ouais. Donc, Mais ouais. moi, je crois que j'arrive quand même assez bien à me débrouiller assez bien à ce genre de situation. C'est intimidant. C'est juste ça, c'est ça que je voulais dire. Bon, non, c'est ça. Donc maintenant, est-ce que, parce qu'il nous reste comme 15 minutes ici, est-ce qu'on Mhm, peut parler de tes ambitions, disons, en tant que quelqu'un qui veut apprendre des langues? Maintenant, tu as mentionné brièvement que tu es en train de passer comme une maîtrise, ou faire une maîtrise en, en français, ouais. anglais, pas français, anglais, français, espagnol. Mais qu'est-ce que tu vas... Mhm. Et tu as aussi mentionné que tu vas commencer à enseigner l'espagnol. Et c'est bien à l'école secondaire ou c'est à niveau collégial? OK. C'est à l'université dans laquelle j'enseigne normalement, mais c'est pas un cours de crédit, c'est non accrédité. Alors, c'est pour toutes les personnes qui voudraient apprendre l'espagnol et euh, peut-être il y aura des étudiants adolescents jusqu'à des personnes très âgées, non? D'accord, d'accord, d'accord. OK. Mais tu vas commencer à faire ça. Donc, être prof de langue secondaire, c'est bien, être prof de langue secondaire, c'est ça, c'est ton domaine, bien évidemment, et pouvoir faire ça en trois langues. Mais oui, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ambitions linguistiques, mettons? Ouais, bien sûr. Bon, pour la maîtrise, il faut vraiment avoir un niveau très haut de lecture en français et en espagnol, non? On lit des textes très, très avancés. Et je trouve que c'est... Je sais pas si tu lis, tu lis beaucoup en français? Pas beaucoup, mais Pas je beaucoup. lis. Ouais. Oui, pas beaucoup, mais je lis. C'est intéressant comme exercice parce que quand tu lis, il y a bien évidemment des mots que tu comprends. Mais quand tu parles avec les gens, tu ne savent pas forcément les utiliser dans une conversation, même si tu comprends dans le texte, non? Ça m'arrive souvent. Oui, non, c'est normal. Mais Ouais. je veux aussi faire le commentaire que j'ai vu ce que tu lis en français et c'est un autre niveau de ce que je lis. Moi, je lis des bouquins ou des livres qui sont pas si avancés. Pour Uh-huh. moi, je vais juste avoir quelque chose que je puisse lire sans me trop bloquer sur tous les mots. Moi, j'utilise mon Kindle aussi pour que je Mhm. puisse chercher la traduction de tous les mots. Je crois que, Cela aide beaucoup. Ouais. ouais, ça m'aide Mhm. beaucoup. Mais je vais juste pas être dans une situation quand je lis où il faut chercher, il faut traduire tous les mots. C'est pas vraiment, pour moi, je vais comprendre 95% au moins. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut trouver des bons supports en général. Mais bon, en ce qui concerne mes objectifs, je crois que maintenant, c'est d'améliorer ma lecture et mon écriture euh, pour la maîtrise. Et maintenant, j'étudie aussi pour une épreuve qui s'appelle le MTEL. C'est le Massachusetts Teachers Licensure, quelque chose comme ça, et c'est pour devenir prof au niveau du lycée. Euh, et
comme épreuve, c'est bizarre. C'est pas comme le DELF ou le DALF, parce que c'est une épreuve à choix multiples. Et il y a des questions sur la culture, sur la littérature, sur la linguistique, sur l'enseignement, la pédagogie. Euh, alors, je me prépare pour cette épreuve. Ça va passer le 31 août. Et euh, alors, ouais, j'étudie beaucoup pour ça. Je ne sais pas si je voudrais être prof au lycée, mais je voudrais bien avoir l'option. OK. Euh, et, euh, je crois que dans mon cas, j'aimerais aussi apprendre plus de français québécois. Ouais. Ouais, parce que j'habite pas loin de Québec et ouais, cela m'intéresse. Mais je crois que j'aime bien le processus d'étudier et au lieu de me concentrer sur un objectif à long terme, je crois que ce sont des petits objectifs quotidiens qui font la différence, non? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai parlé avec toi, après je vais lire un peu et plus tard je vais à Cambridge pour parler avec les autres Oh, dans parfait. l'événement. Tu Ouais, ouais, iras là aujourd'hui, au fameux ouais, meet-up? ouais. Oh, parfait. Ouais, ouais, il me faut, bien évidemment, il me faut pratiquer la conversation parce que, comme tu m'as dit plusieurs fois que quand tu étais dans un environnement anglophone, c'était pas idéal, non, pour apprendre le français. C'est pas la même chose quand tu es seul chez toi, comme, Ouais, j'étudie le français, c'est pas la même chose que être dans un pays francophone, de parler ouais, avec les gens. Ouais. ouais. Non, ouais, ben, ce groupe à Cambridge, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. La prochaine fois que j'ai à Boston, je vais aller. Il faut qu'on aille. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on y va. Ouais, 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 c'est parfait. Ok, mais pour toi, tu vas rester dans le français, l'espagnol et parlons un petit le français haïtien ou le créole haïtien. Est-ce que c'est quoi que tu fais maintenant pour apprendre cette langue? J'utilise Duolingo principalement, mais il y a aussi un podcast qui s'appelle Lingua Boost, je crois. Lingua Boost. Ouais, Lingua Boost. Et ce sont des phrases très, très quotidiennes qu'il faut traduire d'anglais en créole haïtien. Par exemple, euh, j- euh, j'habite à Ok. Boston. Moi, vis à Boston, des choses comme ça, Ouais, non? ouais, 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 ouais. Et je- avant, j'avais beaucoup d'étudiants haïtiens. C'était la moitié de mes étudiants. Mais maintenant, c'est beaucoup moins à cause de la situation politique aux États-Unis. Beaucoup de Haïtiens ont perdu leur statut migratoire. Malheureusement, alors maintenant, je n'ai pas d'étudiants. Je n'ai qu'un étudiant haïtien en ce Ok. moment. C'est dommage. C'est Ouais, dommage. ouais, parce qu'avant, c'était vraiment très cool de parler avec eux. Et j'ai vraiment un niveau débutant, mais il m'encourage énormément avec mon créole Ouais, ouais. et beaucoup. Ouais, c'est une langue très, très sympa d'apprendre. Il n'y a pas de conjugaison. Par exemple, si on parle, pour dire je mange, c'est moins manger. Et pour dire j'ai mangé au passé, c'est moins t'es mangé. On Ouais. ajoute seulement t'es. Ou pour le futur, c'est on ajoute pral, moins pral manger.
Ouais, Aussi, c'est en ce moment comme on- comme je suis en train de manger en ce moment, c'est map manger. ouais, On ouais, ouais, ajoute ouais, app, ouais, ouais, non? ouais, Alors, et on fait ça avec tous les verbes. ouais, A- Alors, si tu sais ça, tu peux déjà parler au passé, au futur. C'est vraiment très, très cool. Et euh, même avec un niveau débutant, tu arrives à avoir des ouais, conversations. Et 80, je crois que c'est 85% des mots sont des mots qui viennent de la langue française. ouais, ça Alors, ressemble pas mal au français. ouais, cela aide beaucoup. Donc, Ouais. donc pour toi, c'est comme un petit projet juste pour t'amuser. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être après ma maîtrise, je prendrai des cours. Je voulais j'ai cherché un peu sur italki parce que je voulais peut-être un prof de français haïtien, mais qui pouvait également m'apprendre des trucs en créole. Mais le problème parfois, c'est la connexion. Ouais, 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 La connexion. ouais. J'ai vécu Ouais, ça. ouais. Et c'est frustrant parce que, bon, tu payes pour un cours et après, c'est comme... Et tu Ouais, dis quoi? J'ai rien entendu. ouais, Mais ouais. ouais. Mhm. Non, c'est la qualité qui est importante. Ok, non, c'est bon. Et maintenant, il te reste combien de temps pour compléter ta maîtrise, ton master? Ouf, beaucoup de temps parce que je viens de commencer. J'ai suivi 3 cours déjà. Et il me reste encore 12 cours. 12 cours? 12 cours? Ouais, ouais, ce sont 15 cours en total, 6 cours de français, 6 cours d'espagnol Parfait. et 2 cours de pédagogie. Je pense que tu allais Et dire, que tu allais dire 2 cours de créolation. j'aimerais bien faire ça, mais non, 2 cours de pédagogie en anglais. Et après, je dois faire comme des pratiques, un stage, ouais, Dans une école. c'est aussi un cours. Ouais, peut-être dans une école, je sais pas. J'aimerais bien faire un stage c'est un stage, non? J'aimerais bien faire un stage en français, mais si je n'ai pas cette option, peut-être en espagnol. Ouais, un stage. C'est un stage ou une stage, il faut savoir. Moi, Je crois que c'est un stage, si je me trompe pas. j'ai cette habitude toxique. Si je ne connais pas quelque chose, il faut que je le trouve maintenant, ou tout de suite. C'est un stage, ouais, un stage. Ouais, Um, ouais. ok, parfait. Parfait, ok. Ah, il y a d'autres langues que tu aimerais apprendre? En théorie, ouais, mais je crois qu'avec mes 3 langues, peut-être le portugais serait cool. Je comprends déjà beaucoup parce que c'est similaire à l'espagnol. Ah, mais pour le moment, seulement le français et l'espagnol. J'ai l'avantage de parler espagnol chez moi avec ma femme. Alors, et je ne dois pas chercher des moments pour étudier. Ça fait déjà partie de ma vie quotidienne, non? Ouais. C'est cool ça, ouais. Et, et, Euh, et ta femme t'apprend de nouvelles expressions, de nouveaux vocabulaires et tout comme au fil du temps, ou c'est quoi la relation là entre l'apprentissage et juste la vie normale? ouais, bon, je crois que je suis habitué à son espagnol parce que euh, elle utilise les mêmes expressions tout le temps, les mêmes Ouais, mots tout le temps, non? Mais Euh, et c'est drôle aussi parce qu'on regarde la télévision en espagnol de l'Espagne. Il y a beaucoup de séries espagnoles qu'on aime. Et
je lui demande parfois, c'est quoi ce mot? Ce mot-là veut dire quoi? Et elle, elle ne sait, elle ne Ouais, sait pas. parce que c'est castellano de C'est pas le l'espagnol. même, ouais, c'est pas le même espagnol, non? Mais ouais, ouais, alors, j'ai ouais, l'espagnol mexicain et l'espagnol péruvien, ce sont comme, pour moi, presque une langue maternelle, non? Mais quand je parle espagnol avec les Cubains, les Dominicains, les Argentins, ça c'est différent. Ouais, ouais. Non, mais Ouais, c'est ça aussi qui rend l'expérience linguistique intéressante. Mm, toujours, toujours. toujours. Et c'est un projet, une nouvelle langue, c'est un projet pour toute ta vie, non? Ouais, ouais, On ouais, 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 continue. ouais, ouais, ouais. On peut rester dans une langue et continuer avec l'apprentissage pendant toute la vie si on veut. Ah, et je crois que parfois, on a cette idée que les natifs sont parfaits dans leur langue, mais c'est pas vrai. J'enseigne l'écriture universitaire. Les pires étudiants en écriture sont des Américains natifs qui ne savent pas structurer leurs idées, qui écrivent très, très mal. Et les immigrants écrivent mieux qu'eux, en général. Ouais, 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 je le crois. Je te crois. C'est normal. C'est normal ouais, qu'il soit comme ouais. ça. Ouais, On apprend même, on continue à apprendre même notre langue maternelle. ouais, c'est ça. Ouais. Evan, écoute, il fait 1 heure maintenant on s'est parlé. Je crois que c'est la bonne la bonne durée de Durée, l'épisode. ouais. Donc, je propose qu'on arrête ici. Et peut-être qu'on peut faire un autre épisode à le futur, au futur. En espagnol. Ouais, Ouais. en espagnol, français, créole haïtien, peu importe. Mais oui, absolument. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi aujourd'hui. J'espère sincèrement que la qualité maintenant sera bonne et que je le puisse, pour que je puisse le mettre en ligne. Donc, merci ben gros d'avoir participé ici. Et ouais, on va certainement avoir plusieurs épisodes à l'avenir si ça te convient. Ouais, c'est parfait. Merci, Marcus, et à la prochaine. Voilà, prochain. Ok, maintenant je vais essayer de. Oui.